Mots parleurs, un podcast de lecture à voix haute à l'hôpital. Saison 3, épisode 6. Nous sommes dans la salle de vie, à l'hôpital de jour jeunes consommateurs en addictologie, au sein de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, en région parisienne. Dans cet épisode, vous entendrez Alex, Eva, Inès, Kevin, Neil, Noé, Samantha et Vivien. il et elle se sont réunis au printemps 2025 lors de plusieurs ateliers animés par Kevin Poli afin de lire et commenter des extraits du livre Jacaranda de Gaël Faye. paru aux éditions Grasset. Ensemble, il et elle ont donné voix à cette œuvre. il n'y a personne. C'est vide. Ils doivent être là-bas dans le jardin, non? Oui, je pense. Comme il fait beau. Mots parleurs est une série d'ateliers de lecture à voix haute avec la participation d'adolescents et d'adultes à l'hôpital partout en France. On est où ici? Dans la salle de vie. Là où on passe le plus de temps. Et là où on joue aux cartes souvent. Pour cette 3e saison, le projet Mots parleurs fait entendre des œuvres de littérature en lien avec la thématique de la rencontre. Est-ce qu'elle est hyper importante pour vous, cette salle? Qu'est-ce que... très important, très important. Ouais, c'est le mieux. Ouais, c'est là où on vit, on est là la plupart du temps ici, donc c'est très important d'être. Et en plus on est assemblés, on est tous ensemble, du coup c'est comme une famille. Je sais pas. Ce projet est une proposition originale du Centre national du livre en partenariat avec l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Alors aujourd'hui, on va faire une lecture à voix haute avec des ados, jeunes adultes, qui vont nous lire quelques extraits de Jacaranda de Gaël Faye. La semaine dernière, on a pris plusieurs passages, on a essayé plusieurs passages du livre Jacaranda. On a essayé de trouver des endroits qui soit nous touchaient, soit nous faisaient penser à la rencontre. Parce que le thème quand même qui unit tout ça, c'est la rencontre. Et on a trouvé des moments où Milan, le personnage principal, allait à la rencontre soit de son histoire, aussi dans son histoire il est allé à la rencontre de sa grand-mère, il allait à la rencontre d'un jeune homme qui avait son âge et dont il ne connaissait rien et qui fait aussi partie de son histoire, parce que c'est quand même ce qu'on retrouve dans l'ensemble du roman. Et aussi un témoignage de Claude, parce que ça semblait important pour tout le monde d'avoir un témoignage des atrocités de ce qui a pu se passer au Rwanda. Parce que c'est aussi un devoir de commémoration, qu'on n'oublie pas tout ça, et c'était touchant pour tout le monde, donc c'était vraiment ce choix-là aussi qu'ils avaient envie de mettre dedans. Extrait numéro 1, Claude est parti. Il est où, Claude? Bonsoir déjà. Comment se fait que tu ne dormes pas encore? Pousse-toi un peu et laisse-moi entrer. Elle a embrassé mon père, a posé son bagage et s'est tournée vers moi. Il est où, Claude? J'ai répété en contenant une colère que je sentais monter comme un torrent qui gronde. Assieds-toi, Milan. Non, réponds-moi, maman. Des larmes me montaient aux yeux à cause d'un mauvais pressentiment. Claude est rentré au Rwanda. On a retrouvé des gens de sa famille vivants. Il pouvait pas rester avec nous, Milan. J'avais les poings serrés de rage. De grosses larmes avaient basculé par-dessus bord pour s'écraser sur le carrelage. La voix fissurée, j'ai dit. Tu m'avais promis qu'il resterait. Tu m'avais dit que j'avais un frère à présent. Mais qu'est-ce que tu racontes, Milan? On pensait qu'il était orphelin et finalement on a retrouvé sa famille, il sera mieux. Tu m'as menti. J'ai hurlé. On peut voir dans cet extrait qu'il y a vraiment une vraie colère qui monte en Milan, notamment par le fait qu'effectivement il a déjà perdu une personne, à savoir qui est un peu comme son frère, vis-à-vis de qui il s'était énormément attaché, qui faisait partie comme de sa famille. Et je trouve que ce qui est très intéressant à retenir dans le livre, c'est le fait que sa mère appuie sur le fait qu'on lui a retrouvé sa famille, sauf que lui ne comprend pas Milan, car ce garçon-là était comme son frère, il fait partie de sa famille maintenant intégrante. Et je vois qu'il y a la guitare. Est-ce que, à part Neil qui était là hier, il y en a d'autres qui jouent souvent de la guitare? Toi, tu fais de la guitare aussi, Noé? Super. Des reprises C'est des reprises ou plus des trucs que t'écris toi? Ça peut être de tout, ça peut être des reprises, mais c'est surtout en ce moment des choses que j'écris moi. Voilà. Donc ouais, j'écris vraiment pour faire passer un peu le message de ce que je ressens, pour vraiment m'exprimer sur les choses, comment je vois la vie,
vraiment une expression qui peut être philosophique ou alors juste purement poétique de ce que je ressens et comment je vois le monde. C'est ça pour toi la poésie, c'est de dire ce qu'on ressent. J'ai toujours eu du mal à exprimer ce que je ressentais et tout ça, et la poésie, ça m'a permis d'utiliser, quand je le voulais, un langage codé pour écrire ce que je ressentais. Ça me permettait en fait de pouvoir expliquer ce que je ressens sans avoir à être... je veux dire, je pouvais être abstrait, je pouvais être ce que je voulais dans les mots que j'utilisais pour dire ce que je ressentais. Je sais pas si on pouvait, mais ça aurait été chouette même qu'on puisse lire un morceau d'un de tes textes si tu avais envie de... Ou comme Neil, faire une chanson, lire un bout de texte. Je peux lire un poème que j'ai sur mon téléphone. Avec grand plaisir, ouais. Alors ce poème, il s'appelle « L'an rêveuse ». Je l'avais écrit en pensant à tous les émois que je pouvais avoir envers des filles au cours de ma vie et tout ce que j'en ai tiré, des leçons, de ce que je pouvais ressentir, en fait, mon point de vue de comment je valorise une fille qui a vraiment de l'importance pour moi, en fait. Donc du coup, il s'appelle « L'an rêveuse ». Ça donne... Elle dégage de la douceur, sa beauté, sa peau, sa belle couleur. Je l'admire tant que ça en est chronophage. Elle alimente toutes mes pages. Et ma voix frise comme une corde mal pincée sur une frette quand je la vois toute prête. L'enrêveuse est dangereuse, je lui dédicace des phrases généreuses en ne connaissant pas son nom, en risquant son nom. Seulement, ma voix frise comme une corde mal pincée sur une frette quand je la vois toute prête. Alors, comment plus lui parler, lui être tout oui, obtenir son oui en tant qu'étranger à la gorge serrée. Extrait numéro 2, je suis métisse. Partout où nous passions, les gens me dévisageaient sans retenue, se retournant sur mon passage, continuant à me regarder même lorsque j'étais loin, ou interrompant des discussions pour me fixer. Impassible, sans méchanceté apparente mais sans jovialité non plus. Le regard pénétrant et souvent étonné. C'était déroutant et oppressant. Pourquoi tout le monde me dévisage ? Quoi ? Mais regarde, tout le monde me fixe, c'est flippant, pourquoi ils font ça ? Ah ça, c'est parce que tu es blanc. Blanc ? Pas du tout, je suis autant blanc que noir. Qu'est-ce que tu racontes ? T'es blanc, pur blanc. Comme ta mère d'ailleurs, c'est une noire devenue blanche. N'importe quoi, ma mère est aussi noire que toi. Ta mère, rien qu'à ses manières, sa démarche, ses habits, on sait très bien qu'elle est blanche. C'est comme toi, tu ne peux pas le cacher. Faut accepter, c'est tout, pas besoin de se vexer. Je ne suis pas vexé, je dis simplement que je suis métisse. Quoi ? Je suis métisse. Ah oui, métisse. Oublie ça. T'es un Muzungu, blanc comme neige, c'est tout. Métis, ça n'existe pas. Je trouve que c'est un passage qui est quand même pas mal fort parce que ça touche vraiment à de la culture, mais aussi un peu une question comme de race, je trouve. Je trouve que ça sensibilise un peu à cette question de race qu'on a par rapport à une couleur de peau, une nationalité, une culture différente. Et je trouve ça plutôt fort, dans un passage si court, de le poser comme ça, je trouve d'une manière très bien faite. Pour moi, en soi, être métis, ça peut être un mix d'être blanc et noir, mais en soi, je trouve que réellement dans la formalité des choses, il n'y a pas réellement de différence à faire avec le fait qu'on soit plus proche du blanc ou du noir en étant métis ou pas. Il n'y a pas de différence à faire. Chacun a sa couleur de peau et ça fait aucune différence à avoir pour moi d'être métis, d'être noir, d'être blanc. On ne peut pas être plusieurs choses comme ça à la fois. Du coup, là, on va lire un passage du roman. Donc là, c'est Claude, donc ce jeune garçon qui est devenu un homme. On n'est plus ce jeune garçon apeuré de 12 ans qui est arrivé chez Milan, mais un homme, et les massacres au Rwanda, ça y est, sont passés. Il y a des tribunaux populaires qui se passent, et là, à ce moment-là, c'est une commémoration, en fait. C'est d'une part Milan qui demande où est sa famille, au meurtrier qu'il a là, en face de lui, et aussi qui veut témoigner de son histoire. Il veut pas qu'on oublie ce qui s'est passé.
Parce qu'en plus des massacres au Rwanda, il y a, selon les témoignages et puis selon la population, ce qui était très dur, c'était le fait de faire croire qu'il ne s'était jamais rien passé. C'est-à-dire que même effacer une partie de leur histoire, une partie de ce qu'ils ont vécu, comme si toutes ces horreurs n'avaient jamais existé. Et les gens, par exemple, des fois qui ont massacré certaines familles, vivaient dans les maisons des familles qu'ils avaient massacrées. Et donc il y avait ce besoin de raconter ça et de rendre un peu justice. Et cet extrait-là, on l'avait choisi pour ça. Extrait numéro 3, témoignage de Claude. L'instant était solennel. Ensuite, ils rappelèrent quelques règles de fonctionnement, firent la lecture de l'acte d'accusation avant de donner la parole au plaignant. Alors Claude se leva, ouvrit les yeux, affronta pour la première fois le regard des deux accusés. Le silence était lourd. Une brise légère ballottait le signe des arbres. Sartre se rapprocha, commença à me traduire à l'oreille les paroles de Claude. Je m'appelle Claude B. Je suis le fils d'Emmanuel M. et de Solange K. Je suis né en 1982 à Bujumbura, Burundi. Mes parents étaient des réfugiés rwandais. Mon père est décédé à Bujumbura en 1983. Après sa mort, ma mère est rentrée vivre au Rwanda, dans son village natal. J'ai grandi avec ma mère, ma grand-mère Vestine, ma tante Godelive, son mari Bertin et leurs enfants, mes 5 cousins âgés de 5 à 13 ans. Nous vivions sur la parcelle familiale. Mon oncle Bertin était l'instituteur de l'école communale. Ma mère et ma tante travaillaient au champ. Nous étions une famille aisée, car nous possédions des vaches qui nous donnaient du lait. Nous vivions en bonne entente avec nos voisins. On partageait les récoltes et on communiait le dimanche à l'église. Le 7 avril 1994, nous avons appris par la radio que l'avion du président Juvenal Habyarimana avait été abattu. La radio a aussitôt accusé les Tutsis et encouragé la population à se venger. J'ignorais que nous étions Tutsis. On n'en avait jamais parlé à la maison, mais je pouvais déceler la peur dans les yeux des adultes. Nous sommes allés nous réfugier à l'école communale, comme de nombreuses familles Tutsis, car le bourgmestre avait fait passer le message que là-bas nous serions en sécurité. Il y avait sur place plus de 500 personnes. Nous dormions où nous pouvions, dans les salles de classe ou dehors, dans la cour. Le matin du 11 avril, les tueurs sont arrivés comme des bêtes enragées et ont commencé à nous massacrer sans distinction. Ceux qui nous tuaient étaient des gens que l'on connaissait, nos voisins, nos amis, nos collègues, nos élus. La première personne que j'ai vue mourir, c'était le vieux Berkemas, qui vivait là-bas, près de la rivière. Il était assis dans l'herbe en train de prier. Quand ils l'ont aspergé d'essence et brûlé, il n'a pas bougé. Il continuait de prier, assis au milieu de la cour. Puis, j'ai vu oncle Bertin et tante Godelive se faire découper à la machette. Ma mère, ma grand-mère, mes cousines et moi avons réussi à nous échapper. Mais il y avait des tueurs partout sur la colline, des barrages sur les pistes, des coups de sifflet, des chiens qui aboyaient. Ne sachant pas où aller, nous sommes rentrés chez nous. La maison était en feu. Nos vaches agonisaient dans l'enclos. Leurs pattes avaient été amputées par les lames des tueurs qui considéraient que les vaches aussi étaient coupables d'être Tutsis. Alors nous sommes allés nous cacher dans notre bananeraie. C'est notre voisin Gaspard qui nous a vus et a alerté les autres. Gaspard, le fils de notre voisin Gédéon, un garçon que ma grand-mère avait vu naître, qui avait bu le lait dans la même cruche que nous. C'est lui qui nous a dénoncés. Nous avons entendu les tueurs arriver depuis la colline d'en face, se diriger vers nous en chantant qu'ils allaient nous exterminer. Alors grand-mère Vestine nous a demandé de nous agenouiller en cercle, de nous tenir par les mains et de fermer les yeux. Elle a commencé à prier. Je me rappelle précisément le ton de sa voix, doux et posé, et je ne comprenais pas comment elle parvenait à être aussi calme. Mes cousines tremblaient et pleuraient, répétaient les noms de leurs parents, de Jésus, Marie et tous les saints. Maman était face à moi, terrifiée, les yeux fermés, récitant 1000 prières. Nous entendions les chants et les sifflets se rapprocher. Je ne voulais pas mourir. J'ai regardé maman. Son chapelet pendait à son cou. C'est là que j'ai vu le reflet. Je ne saurais pas dire si c'était un rayon de soleil ou un miracle, mais la lumière m'a ébloui et m'a réveillé. Je ne devais pas rester là. J'ai attendu que maman ouvre les yeux pour lui dire adieu. Elle ne l'a pas fait. J'ai lâché les mains des cousines et je me suis mis à courir droit devant. Mais je n'avais pas fait
quelques mètres que le chat m'a barré la route. Je me souviens du sourire qu'il a eu, du cri de maman derrière moi, de la trajectoire de la lame, puis plus rien. J'ai repris connaissance, plusieurs jours après, chez une femme Hutu qui m'avait recueilli et avait soigné ma blessure, tout en me cachant de son mari qui faisait partie du groupe de tueurs. Dès que j'ai pu marcher, j'ai fui la colline, car je craignais d'être débusqué. J'ai marché jusqu'à Kigali pendant la nuit en évitant les barrages et les zones habitées. À la capitale, j'ai été recueilli par une bande d'orphelins. Ils sont devenus ma seconde famille. Aujourd'hui, j'ai 23 ans. À cause de ma blessure, qui n'a pas été soignée à temps, j'ai beaucoup de maux de tête qui m'empêchent de me concentrer longtemps. J'ai dû abandonner les études pour cette raison. Si je suis ici, aujourd'hui, c'est pour confirmer que les hommes qui se trouvent devant moi faisaient partie du groupe d'assassins. Il y a Gaspard qui nous a dénoncés et à côté de lui, c'est l'homme que l'on nomme le chat, celui qui m'a porté le coup de machette à la tête. J'attends que ces hommes ou quelqu'un parmi le public me dise ce qui est arrivé à ma famille et où se trouvent les corps des miens. Je vous remercie. Moi, je trouve que dans l'extrait, il y a une vraie part d'humanité que j'ai vue, justement, quand on parle de cette femme Hutu qui a recueilli ce jeune homme, tandis que son mari, en plus, faisait partie de la horde de ceux qui voulaient tuer tous les Tutsis. Et on sent aussi dans la manière qu'il a de parler, je pense, vraiment, on a une intonation, on sent qu'il y a quand même de la rancœur, voire de la vraie rancune dedans, et qu'il y a encore énormément d'injustice dans ce qu'il dit. Il ressent, encore plein d'injustice dans ce qu'il dit, mais aussi plein de douleur, en fait, à cause de ce qui s'est passé. Ouais. Physique et morale, je veux dire. Physique et morale, oui. D'accord. Et vous êtes... Est-ce que vous avez aussi une lecture un peu émotionnelle de ce qui s'est passé, du coup, ce que vous entendez, comme dit Noé aussi, un peu, et qu'il y a quelque part un peu d'espoir, c'est ça ? On ressent l'espoir, on ressent la rancœur, on ressent la douleur de ce qui se passe. Est-ce que ça vous parle aussi, ça ? Ou vous voyez encore d'autres choses ? Moi, je sens la trahison. On ressent la trahison. On ressent la colère aussi. La tristesse. La douleur, ouais, tout ça. L'inquiétude. Et pourquoi, d'après toi ? L'inquiétude, parce qu'ils savent pas ils savent plus où aller. Les survivants, ils savent pas quoi faire, parce qu'on est un peu à leur trousse pour les rechercher. La tristesse, parce que c'est un événement triste et dramatique. L'inquiétude, la peur aussi, parce que le fait qu'ils soient cachés, qu'ils savent plus, ils savent plus où, quoi faire par rapport à cette situation. Ils savent pas si demain ils vont mourir, ils savent plus. Et aussi la trahison, parce que de se faire trahir par ses semblables, c'est dur. Ok. Je rêverais prendre sa main et partir, d'aller dormir dans un autre monde, dans un monde où les humains sont faits de rire, où ils se serrent la main et se laissent enfin tranquilles. Oh, si seulement nous pouvions écouter sifflement du vent qui nous murmure d'arrêter. Oh, si seulement nous pouvions écouter
c'est une chanson que j'ai écrite qui s'appelle Je rêverais. Et c'est une chanson d'amour pour une fille qui vient du Laos. Et en fait, j'étais désespérément amoureux d'elle. Et puis elle, non. Et donc en fait, j'ai décidé d'écrire cette chanson comme témoignage à l'amour et puis de l'inconditionnel, de je rêverais, tout ce que je rêverais de faire avec elle et tout seul. Ensemble nus dans la nature qui nous aurait pardonné. Extrait numéro 4, soir de match. Où elle se passe la scène dans le livre? Où se passe la scène? Alors cette scène-là, elle se passe quand Milan il est au Rwanda, le papa est sur Paris. La France, donc c'est 98, parce qu'on vient de gagner la Coupe du Monde, 1-2-3-0. Voilà, Zidane président. Et puis là, le papa a une nouvelle importante à annoncer à Milan. Okay. Et il est perturbé par le son de tout ça. Voilà. Allô? Allô? Milan, c'est moi, papa. T'es où? Je t'entends mal. Je suis dans la rue, je t'appelle d'une cabine téléphonique. C'est quoi ce bruit? T'as pas regardé? Quoi? La finale. Ah ouais, c'est vrai. Non, je pas la vue. On a gagné? On est les champions, Dégagez, faites pas chier, merde. Milan, tu m'entends? Écoute-moi bien. Tu dois écourter ton séjour et rentrer immédiatement. Ton grand-père vient de mourir. On avait envie avec Jean-Baptiste de proposer autre chose. C'était en fait une scène, pas forcément la scène du militaire du coup, qui est un peu longue et on a très peu de temps pour l'enregistrer. Mais il y en a une autre, c'est quand Milan en fait il arrive au Rwanda, cette fois-ci, pour la première fois. Et sa maman qui lui a jamais rien raconté de son histoire, il sait même pas qu'il a de la famille. Et il arrive au Rwanda et là d'un coup il découvre une dame qui l'accueille, et en fait, cette dame-là, c'est sa grand-mère. Et il ne savait même pas qu'il avait une grand-mère. Et donc, il y a cette rencontre entre la mère et la grand-mère, et elles ont une manière un peu particulière de se dire bonjour. Et en fait, c'est rigolo de voir dans chaque culture les manières qu'on a de se présenter, de se dire bonjour, de se reconnaître. Voilà, c'est un peu une manière de dire qu'on se reconnaît. Et je voulais qu'on écoute quelque chose autour de ça, voilà. Extrait numéro 5, rencontre avec la grand-mère. Le taxi s'était garé devant un petit portail criblé de rouille, dans un quartier qui me parut populeux et misérable. Des rigoles d'eau sale coulaient entre les maisons aux toits de tôle, des sacs plastiques traînaient les caniveaux sur les pistes de terre battue. Une fine pellicule de poussière rouge s'était déposée partout. Une femme âgée est venue à notre rencontre. Longue robe, épaisse lunette de vue, coupe de cheveux stricte et aux reflets huileux qui lui donnaient l'air sévère. Elle et ma mère se sont longuement embrassées, poitrine contre poitrine, se palpant les bras et le dos tout en annonnant une litanie de salutations en Kinyarwanda. La femme s'est ensuite tournée vers moi, a fait une pause pour m'observer des pieds à la tête. Des larmes sont montées très discrètement dans ses yeux, derrière ses verres à double foyer. Puis, elle m'a embrassé encore plus longuement en répétant mon prénom et en récitant de nouvelles formules que je ne comprenais pas. Je demeurais interdit face à cette étreinte appuyée. Ma mère a dit « Milan, je te présente mamie, c'est ma mère. » C'était tellement brutal et invraisemblable que l'information a mis du temps à parvenir à mon cerveau. Donc, ça c'est une manière de se dire bonjour, de se reconnaître. Donc c'est rigolo, on est quand même sur le thème de la rencontre. C'est quand deux femmes se rencontrent, elles se rencontrent de cette manière. Elles s'enlacent et elles partagent un peu dans ce chant
elles se racontent un petit peu qui elles sont et elles se font des salutations. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de voir cette manière-là de se rencontrer? C'est original. Et voilà. C'est pourquoi tu trouvais ça original de se dire bonjour? Parce qu'ils se disent bonjour pendant 2 minutes, donc voilà quoi. Et toi, Noé, ça te parle un peu ça? Bah moi je trouve qu'on voit vraiment la différence culturelle quoi. On sent que pour les deux femmes c'est quelque chose d'assez classique de se dire bonjour comme ça, de certaines manières, tout ça. Et non, je trouve que c'est intéressant de voir la différence culturelle entre plusieurs pays quoi. Ouais. Tu connais d'autres manières de se saluer comme ça, un peu singulières Alors comme ça, cultures? Non. Comme ça, non, pas trop. Non. Cette manière de témoigner là, est-ce que vous la trouvez puissante? Qu'est-ce qu'elle vous raconte? À quel point elle est différente de la nôtre? Déjà, nous, quand on se dit bonjour, à la limite, on peut se faire une bise quand ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais on va pas se mettre à chantonner des choses et prendre autant de temps pour se dire bonjour, quoi. On prend pas... je pense qu'on n'a pas la même vision de la valeur de se dire bonjour après un long moment dans notre pays comparé par exemple au Rwanda. Ouais. Du coup, toi, tu disais, Inès, qu'est-ce que ça t'évoque alors, cette manière de dire bonjour C'est par rapport à leur culture, c'est différent. Ils ont l'air d'être proches, d'être d'être proches entre eux. Ils se font des câlins et c'est une façon différente de dire bonjour. Et ils sont beaucoup plus soudés que dans certaines autres cultures où on dit bonjour. Eux, ils se font des câlins et c'est bien. Toi, c'est ce genre d'intimité-là que tu trouves puissante un peu, c'est ça? Ouais. De rentrer tout de suite dans un toucher, se raconter comme ça. C'est vrai qu'en plus, elles chantent, elles font des harmonies, c'est magnifique. Mm. C'est assez fou de se dire, il n'y a pas que le fait même de se faire des câlins, c'est se dire bonjour en chantant. Et vous imaginez si nous, on disait bonjour ou si on chantait quand on se voyait? Ce que ça raconterait. Non mais c'est vrai. Comment serait Paris si on se disait bonjour en chantant? Il y aurait déjà beaucoup d'embouteillages. L'épisode que vous avez écouté a été réalisé par des patients et personnels du service d'addictologie à l'hôpital Paul Brousse de l'AP-HP, situé à Villejuif. Accompagné par Kevin Poli, Emmanuel Cortana, Samantha Rinaldi, Tayeb Boukandoul, ainsi que le professeur Amine Benyamina. Générique prononcé par Kélia Achibégué, finaliste 2020 du concours Si on lisait à voix haute. Enregistrement des ateliers par Jean-Baptiste Leroux. Montage par Benoît Artaud.